Qui était Malcolm X? Comment Malcolm X est-il passé de truand à symbole du mouvement islamique et par ailleurs, symbole de la libération des Noirs? Il est l'un des musulmans les plus célèbres de l'histoire. Il est un modèle pour plusieurs générations jeunes. Malcolm X était un militant des droits civiques, un nationaliste noir, un truand, un prédicateur et un révolutionnaire. À l'époque, il était une figure contestée par les Américains blancs et noirs pour avoir fermement protesté contre le racisme. Il est célèbre pour avoir qualifié les Blancs de diables aux yeux bleus, et pour avoir plaidé en faveur de la création d'une société noire séparatiste. Son franc-parler contre le traitement brutal des Noirs à son époque, a fait de lui un héros pour beaucoup, en particulier pour les Afro-Américains musulmans. L'œuvre de Malcolm X a récemment été célébrée dans le cadre des assassinats très médiatisés de Noirs par des policiers blancs. Voici l'incroyable histoire de Malcolm X. Biographie et historique. De son nom Malcolm Little, il est né le 19 mai 1925 à Omaha, Nebraska aux États-Unis. Il était le quatrième né d'une famille de 8 enfants. Ses parents Earl et Louise Little étaient de fervents partisans de l'activiste noir Marcus Garvey. En conséquence, les Little ont souvent été victimes de harcèlement et de terrorisme de la part de groupes suprématistes blancs. Malgré toutes ces tentatives pour rester à l'écart de ces groupes, le père de Malcolm, Earl, a été tué dans des circonstances mystérieuses. La mort a cependant été considérée comme un accident de voiture, bien que la mère de Malcolm ait cru que son mari avait été tué par la Légion Noire. La Légion Noire était une organisation terroriste suprématiste blanche, active dans le Midwest des États-Unis, pendant la Grande Dépression des années 1930. Le groupe s'était séparé du Ku Klux Klan. Lorsque Malcolm a eu 13 ans, sa mère a été internée dans un service psychiatrique, et Malcolm et ses frères ont été séparés et envoyés dans différents foyers d'accueil. Prison, nation de l'islam. Malcolm était un élève brillant, mais il était découragé et discrédité par les enseignants blancs, et il avait fini par abandonner les études à l'âge de 15 ans. Au cours de son adolescence, Malcolm a déménagé entre le Michigan, Boston et Harlem, et s'est lancé dans la criminalité pour s'en sortir. Il était impliqué dans des activités de jeu, de vol et de trafic de drogue. À l'âge de 21 ans, il a été arrêté pour cambriolage à Boston, et condamné à une peine de 8 à 10 ans à la prison d'État de Charlestown. L'incarcération de Malcolm a été le début de sa révolution. Il a développé une perspective radicale de libération et d'autodétermination. En prison, Malcolm rencontre un codétenu, John Bambry, un autodidacte qu'il décrira plus tard comme le premier homme que j'ai jamais vu imposer un respect total par la parole. Sous l'influence de Bambry, Malcolm a développé un appétit de lecture insatiable. À cette époque, ses frères et sœurs lui envoyaient des lettres sur la Nati Islam, NOI, un mouvement religieux qui prêchait l'autonomie des Noirs, et le retour de la diaspora africaine en Afrique, où elle serait libérée de la domination des Blancs américains et européens. La Nation islamique était un groupe religieux pro-noir, qui prônait l'indépendance des Noirs et rejetait la supériorité des Blancs. Initialement, Malcolm ne manifeste aucun intérêt. Mais les choses changent lorsque son frère Reginald Little lui écrit une autre lettre en 1948, dans laquelle il déclare « Malcolm, ne mange plus de porc et ne fume plus de cigarettes. Je vais te montrer comment sortir de prison. » C'est ainsi qu'il avait arrêté de fumer et avait commencé à refuser la viande de porc. Après une visite au cours de laquelle Reginald a décrit les enseignements Nation of Islam, Malcolm, dont l'hostilité au christianisme lui avait valu le surnom de Satan, en prison, est devenu réceptif au message de la Nation of Islam, et s'est rapidement investi dans ses enseignements. Ce groupe était dirigé par Elia Muhammad. Elia enseignait plutôt aux adeptes de l'islam le séparatisme par rapport aux blancs qu'il considérait comme des diables, inférieurs aux noirs. Après avoir lu et effectué des recherches sur le groupe religieux islamique, Malcolm a décidé d'accepter sa nouvelle foi, l'islam, et de couper les ponts avec son passé en changeant son nom de Malcolm Little en Malcolm X, dans le but d'éliminer les noms liés à l'esclavage. Après sa libération conditionnelle en 1952, Malcolm se rapproche d'Elia Muhammad, et est nommé ministre adjoint de la Islamist Nation, à Détroit,
chargé de développer le ministère de la Nation et d'augmenter le nombre de ses fidèles. En raison de l'afflux de membres que Malcolm avait convertis à l'islam, le Federal Bureau of Investigation, FBI, l'a placé sous surveillance, en raison de son profil inattendu d'étoile montante de la nation. En 1955, Malcolm continue à recruter avec succès des membres au nom de la Nation de l'Islam, et crée des temples à Springfield, Massachusetts, Hartford, Connecticut, et Atlanta. Des centaines d'Afro-Américains rejoignent la Nation de l'Islam chaque mois. Outre sa vigueur et son éloquence en tant qu'orateur, Malcolm avait une prestance physique impressionnante. Il mesurait 1,91 m et pesait 82 kg. Le chercheur Manning Marable le décrivait comme d'une beauté hypnotique et toujours impeccablement soignée. Vie privée. En 1955, Betty Sanders rencontre Malcolm X lors d'une de ses conférences, puis lors d'un dîner. Elle commence à assister régulièrement à ses conférences, et, en 1956, elle se convertit à l'islam, changeant son nom en Betty X. Les rendez-vous en tête-à-tête étant contraires aux enseignements de la nation, le couple se fréquente lors d'événements sociaux en compagnie de centaines d'autres personnes. Malcolm commence à l'inviter lors des fréquentes visites de groupe qu'il organise dans les musées et les bibliothèques de New York. Malcolm a demandé Betty en mariage lors d'un appel téléphonique en janvier 1958, et 2 jours plus tard, ils se sont mariés. Le couple eut 6 filles. L'incident de Hunton Johnson. Malcolm a commencé à attirer l'attention du public en 1957, parce qu'il avait intervenu dans un commissariat de police pour obtenir une aide médicale et juridique, pour des membres de la nation qui avaient été battus et arrêtés par la police new-yorkaise. Hunton Johnson, membre de la Nation of Islam, a été battu par 2 officiers de police de la ville de New York. Le 26 avril 1957, Hunton Johnson et 2 autres membres de la Nation de l'Islam ont vu les policiers frapper un Afro-Américain avec des matraques. Lorsqu'ils sont intervenus en criant « Vous n'êtes pas en Alabama, nous sommes à New York ». L'un des policiers s'est retourné contre Johnson, le frappant sévèrement au point qu'il subit des lésions cérébrales et une hémorragie extrême. Les 4 Noirs furent arrêtés. Avertis par un témoin, Malcolm et un petit groupe de musulmans se rendent au poste de police et demandent à voir Johnson. La police avait d'abord refusé d'admettre les musulmans, mais lorsque la foule a atteint environ 500 personnes, elle a permis à Malcolm de parler à Johnson. Malcolm avait insisté pour qu'une ambulance emmène Johnson à l'hôpital de Harlem. Les blessures de Johnson ont été soignées, et lorsqu'il a été ramené au poste de police, 4000 personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur du poste. Malcolm et un avocat s'occupent de la libération sous caution de 2 des musulmans. Cependant, Johnson n'a pas été libéré sous caution, et la police a déclaré que rien ne pouvait être fait jusqu'à son procès le lendemain. Estimant que la situation leur échappait, Malcolm fit signe aux membres de Nation de disperser la foule, ce qu'ils firent, et quittèrent silencieusement la gare. Un officier de police avait déclaré au New York Amsterdam News: « Un homme ne devrait avoir autant de pouvoir. » Le FBI, témoin de la façon dont Malcolm contrôlait une foule d'environ 4000 personnes venues soutenir les personnes arrêtées, l'a placé dans sa ligne de mire. La notoriété et l'exposition croissante de Malcolm. À la fin des années 1950, Malcolm utilise un nouveau nom, Malcolm Shabazz ou Malik el-Shabazz, bien qu'il soit toujours largement désigné sous le nom de Malcolm X. Ses commentaires sur les questions mondiales sont largement diffusés dans les journaux, et sa notoriété continue de croître grâce à ses apparitions à la télévision. Il est apparu dans une émission de télévision diffusée à New York en 1959 sur la Nation of Islam, The Hate That Hate Produced, la haine que la haine a produite. Cela lui permet de se faire connaître à l'échelle internationale. En septembre 1960, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Malcolm X est invité aux cérémonies officielles de plusieurs nations africaines. Il rencontre Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Ahmed Sékou Touré de Guinée, et Kenneth Kaunda du Congrès national africain de Zambie. Fidel Castro, le dirigeant de Cuba, a également assisté à l'Assemblée, et Malcolm l'a rencontré publiquement. Castro a été tellement impressionné par Malcolm qu'il a proposé une rencontre privée, et, après des heures de discussion, Castro a invité Malcolm à se rendre à Cuba. Malcolm a largement critiqué le mouvement des droits civiques et ses dirigeants, comme le Dr Martin Luther King Jr., qui prônait l'intégration. Il a qualifié Martin Luther King Jr. de « personne facilement trompée » et a déclaré que les autres leaders des droits civiques étaient des laquais de l'establishment blanc. Il a qualifié la marche sur Washington de 1963 de farce sur Washington,
et a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi tant de Noirs étaient enthousiasmés par une manifestation organisée par des Blancs, devant la statue d'un président mort depuis 100 ans, et qui ne nous aimait pas lorsqu'il était en vie. Alors que le mouvement des droits civiques luttait contre la ségrégation raciale, Malcolm prônait la séparation complète des Afro-Américains et des Blancs. Il propose que les Afro-Américains retournent en Afrique, et qu'un pays séparé soit créé pour les Noirs en Amérique. Malcolm rejette la stratégie de non-violence du mouvement des droits civiques, estimant que les Noirs doivent se défendre, et progresser par tous les moyens nécessaires. Ses discours ont eu un effet hypnotique sur son public, généralement composé d'Afro-Américains. Ils étaient fatigués d'attendre la liberté, la justice, l'égalité et le respect de la part des suprémacistes blancs. Ils avaient également l'impression qu'ils comprenaient et exprimaient leurs griefs mieux que le mouvement des droits civiques. Plaidoyer et enseignement. Depuis son adhésion à la Nation de l'Islam en 1952, jusqu'à sa rupture en 1964, Malcolm a défendu les enseignements de la Nation avec les convictions suivantes. 1. Les Noirs sont les premiers habitants du monde. 2. Les Blancs sont des démons. 3. La disparition de la race blanche est imminente. Louis Lomax, le premier journaliste de télévision afro-américain, a déclaré que ceux qui ne comprennent pas la prophétie biblique le qualifient à tort de raciste et de professeur de haine, d'anti-blanc ou d'enseignant de la suprématie noire. Malcolm voulait la liberté, la justice et l'égalité pour sa communauté noire, même si ses méthodes étaient astucieuses et radicales, son objectif n'a jamais changé. L'un des objectifs du mouvement des droits civiques était de mettre fin à la privation de vote des Afro-Américains, mais, la Nation de l'Islam interdisait à ses membres de participer au vote et à d'autres aspects du processus politique. La National Association for the Advancement of Colored People, NACAC, et d'autres organisations de défense des droits civiques ont dénoncé Malcolm X et la Nation of Islam comme des extrémistes irresponsables dont les opinions ne représentaient pas les intérêts communs des Afro-Américains. Malcolm X contre Elijah Muhammad. La relation de Malcolm avec son mentor et l'homme qui a transformé sa vie commence à se détériorer. Des tensions croissantes sont apparues au sein de la nation à propos de l'attention, de la presse, et des apparitions télévisées dont Malcolm bénéficiait par rapport à son mentor Elijah. Les problèmes entre Malcolm et Elijah découlent du refus d'Elijah de permettre à Malcolm de mener des manifestations de représailles, après une descente de police dans la mosquée de la Nation de l'Islam, au cours de laquelle un membre de la nation a été tué, et un autre paralysé, alors que la police n'a fait l'objet d'aucune accusation. Par ailleurs, les deux hommes n'ont jamais été d'accord sur le désir de Malcolm de travailler avec des organisations de défense des droits civiques, des politiciens noirs, et d'autres groupes religieux. La réaction de Malcolm à l'assassinat de Kennedy lui a valu d'être officiellement réduit au silence pendant 90 jours. Le 1er décembre 1963, lorsqu'on lui a demandé de commenter l'assassinat de John F. Kennedy, président des États-Unis, Malcolm a déclaré qu'il s'agissait d'un cas de poulet qui rentre à la maison pour s'y percher. Il a ajouté que les poulets qui rentrent au bercail ne m'ont jamais rendu triste. Ils m'ont toujours rendu heureux. Cette déclaration a été faite au mépris de l'ordre donné par Elijah Muhammad de ne pas faire de commentaires sur la question. Dans sa critique du président Kennedy, Malcolm a cité les meurtres de Patrice Lumumba, leader du Congo, de Medgar Evers, leader des droits civiques, et des jeunes filles noires victimes d'un attentat à la bombe dans une église de Birmingham. Il a également déclaré qu'il s'agissait d'exemples similaires à d'autres poules qui rentrent à la maison pour se reposer. Pour un poulet, se percher signifie s'installer pour se reposer ou dormir. Toutefois, l'expression n'est pas du tout littérale. Lorsque les poulets rentrent chez eux, cela signifie que leurs erreurs ou leurs méfaits passés sont revenus leur nuire. Une sorte de retour du karma. Ces remarques ont suscité un tollé général, car les gens pensaient que le président Kennedy essayait d'améliorer la vie des Afro-Américains. Ils ne comprenaient pas pourquoi Malcolm avait des remarques aussi négatives sur son assassinat. La Nation de l'Islam a envoyé un message de condoléances à la famille Kennedy, a ordonné à ses ministres de ne pas commenter l'assassinat, sanctionnant ainsi publiquement leur éminent leader musulman, Malcolm. Malcolm a conservé son poste et son rang de ministre, mais il lui a été interdit de s'exprimer en public pendant 90 jours. Au cœur de tous ces problèmes, des rumeurs circulaient selon lesquelles Elijah avait des relations extra-conjugales avec de jeunes secrétaires de la nation, ce qui constituait une grave violation des enseignements de la nation. Après avoir ignoré ces rumeurs, Malcolm X a fini par y croire après avoir parlé avec Wallace, le fils d'Elijah, et avec les jeunes secrétaires de la nation. Elijah a confirmé les rumeurs en 1963, tentant de justifier son comportement en citant des prophètes bibliques ayant agi de la même manière.
Au cours d'une série d'interviews à la télévision nationale entre 1964 et 1965, Malcolm a témoigné de son enquête, corroborée et confirmée par Elia Mohamed lui-même, sur de multiples chefs d'accusation de viol d'enfants. Au cours de cette enquête, il a appris que 7 des 8 filles étaient tombées enceintes à la suite de ce viol. Il a également révélé la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, grâce à la découverte d'un engin explosif dans sa voiture, ainsi que les menaces de mort qu'il recevait, en réponse à sa dénonciation d'Elia Mohamed. Malcolm est devenu le favori des médias, et certains membres de la nation pensent qu'il représente une menace pour le leadership d'Elia Mohamed. Le 8 mars 1964, Malcolm annonce publiquement sa rupture avec la Nation of Islam. Bien que toujours musulman, il estime que la nation est allée aussi loin qu'elle le pouvait en raison de ses enseignements inflexibles. Il a déclaré qu'il prévoyait de créer une organisation nationaliste noire pour éveiller la conscience politique des Afro-Américains. Il a également exprimé son désir de travailler avec d'autres leaders des droits civiques, affirmant qu'Elia Mohamed l'avait empêché de le faire dans le passé. La vie de Malcolm après l'islam. Après son départ de la nation, Malcolm s'initie aux pratiques de l'islam sunnite. Il fonde la Muslim Mosque Incorporated, une organisation religieuse, et l'Organisation of Afro-American Unity, un groupe non religieux promouvant le panafricanisme. Malcolm devient également moins hostile et moins critique à l'égard de Martin Luther King Jr., qu'il a rencontré une fois le 26 mars 1964 à Washington D.C., alors que les deux hommes assistaient au débat du Sénat sur le projet de loi relatif aux droits civils au Capitole des États-Unis. En avril de la même année, Malcolm prononce un discours intitulé The Battle of the Bullet, dans lequel il conseille aux Afro-Américains d'exercer leur droit de vote avec sagesse, mais les avertit que si le gouvernement continue d'empêcher les Afro-Américains d'atteindre l'égalité totale, il pourrait prendre les armes. Plus tard, en 1964, Malcolm a effectué le Hajj, le pèlerinage musulman à la Mecque, un voyage qui a réaffirmé sa foi dans une autre expérience transformatrice. Après la Mecque, Malcolm effectue 2 voyages en Afrique où il rencontre des responsables africains, donne des interviews, et s'exprime à la radio et à la télévision sur tout le continent. Ce voyage a nourri son espoir d'une résolution pacifique de la lutte pour l'égalité raciale. Lors de son 2e voyage en Afrique, il assiste à la 2e réunion de l'Organisation de l'Unité africaine, et, à la fin de sa visite, il a rencontré la plupart des grands dirigeants africains, Kwame Nkrumah, Ghana, Gamal Abdel Nasser, Égypte, et Ahmed Ben Bella, Algérie, qui lui proposent des postes officiels au sein de leur gouvernement. Après son discours à l'université d'Ibadan, l'Association des étudiants musulmans nigérians lui a donné le nom honorifique Yoruba Domowal, le fils qui est rentré à la maison. Une semaine plus tard, le 30 novembre 1964, Malcolm X s'est envolé pour le Royaume-Uni, afin de participer à un débat à l'Oxford Union Society, qui devait avoir lieu le 3 décembre. Le débat porte sur une déclaration faite plus tôt dans l'année par le candidat à la présidence des États-Unis, Barry Goldwater. L'extrémisme dans la défense de la liberté n'est pas un vice. La modération dans la poursuite de la justice n'est pas une vertu. Malcolm a approuvé cette déclaration, et l'intérêt pour le débat a été tel que cette déclaration a été retransmise à la télévision nationale par la British Broadcasting Corporation, BBC. Dans son discours à Oxford, Malcolm a rejeté l'étiquette de « musulman noir » et s'est plutôt concentré sur le fait d'être un musulman qui se trouve être noir, ce qui reflète sa conversion à l'islam sunnite. Malcolm n'a mentionné sa religion que 2 fois au cours de son discours à Oxford, dans le but de désamorcer son image d'extrémiste musulman noir en colère, qu'il détestait depuis longtemps. Le 5 février 1965, Malcolm X s'envole à nouveau pour la Grande-Bretagne afin de prendre la parole lors de la première réunion du Conseil des organisations africaines, qui se tient à Londres le 8 février. Le lendemain, il tente de retourner à Paris, en France, pour poursuivre ses travaux, mais l'entrée lui est refusée en raison de rumeurs selon lesquelles il figurerait sur la liste des personnes à abattre de la Central Intelligence Agency, CIA. Une idée fausse très répandue sur l'évolution philosophique de Malcolm après l'islam est que, son processus de conversion à l'islam sunnite a adouci ses positions politiques. S'il est vrai que Malcolm a abandonné certaines des positions séparatistes les plus extrêmes du pays sur la question raciale, il est resté un nationaliste noir convaincu. Les voyages de Malcolm en Afrique l'ont amené à mondialiser et à comprendre la libération des Noirs comme quelque chose qui dépasse les États-Unis, et qui est lié aux luttes d'indépendance dans le tiers-monde. Retour aux États-Unis. Après son retour aux États-Unis, Malcolm X s'adresse à des publics très divers. Il est l'un des orateurs les plus demandés sur les campus universitaires.
Il prend également la parole lors de réunions publiques du Socialist Workers' Party, dans le cadre du Militant Labour Forum. Il a été interviewé par Robert Penn Warren sur des sujets concernant la nation de l'islam et la ségrégation pour le livre de Warren de 1965, Who Speak for the Negro. Menace de mort de la part de Nation of Islam. Le retour de Malcolm X chez lui n'a pas été facile. La nation de l'islam n'avait pas pris à la légère la sortie de Malcolm et ses critiques publiques à l'égard de la mauvaise conduite d'Elia Muhammad. Des menaces de mort ont pesé sur lui et sa famille, leur voiture a été attaquée à la bombe, sa maison a été incendiée, et les enregistrements de surveillance du FBI ont montré que les forces de l'ordre savaient que la nation discutait ouvertement de sa mort. Désireux de faire quelque chose de grand, Malcolm a collaboré avec l'écrivain Alex Haley à la rédaction d'un livre autobiographique dont il n'a jamais vu le succès. Le 21 février 1965, alors qu'il s'adresse à l'Organization of Afro-American Unity dans l'Audubon Ballroom de Manhattan, Malcolm X est abattu. Du 23 au 26 février, le corps est exposé au Unity Funeral Home à Harlem, en présence de 14 000 à 30 000 personnes en deuil. Les funérailles proprement dites ont eu lieu le 27 février. Des haut-parleurs ont été installés pour la foule à l'extérieur du Fête Temple of the Church of God in Christ de Harlem, et une chaîne de télévision locale a filmé le service en direct. John Lewis, Bayard Rustin, James Forman, James Farmer, Jesse Gray et Andrew Young figuraient parmi les leaders des droits civiques présents. L'acteur et militant Ossie Davis a prononcé un éloge funèbre dans lequel il a décrit Malcolm X comme notre brillant prince noir, qui n'a pas hésité à mourir parce qu'il nous aimait. Après l'enterrement, l'actrice et militante Ruby Dee et Juanita Poitier ont créé un comité des mères concernées, afin de collecter des fonds pour construire une maison pour la famille de Malcolm, et pour l'éducation de ses enfants. Les réactions à la mort de Malcolm ont été très variées. Dans un télégramme envoyé à Betty Shabazz, Martin Luther King Jr. a exprimé sa tristesse face à l'assassinat choquant et tragique de votre mari. La presse s'est montrée compatissante après la mort de Malcolm, surtout en Afrique, où elle l'a salué comme un martyr. En l'espace de quelques jours, la question de savoir qui a assassiné Malcolm a fait la une des journaux. Le 23 février, James Farmer, leader du Congrès pour l'égalité raciale, annonce lors d'une conférence de presse que ce sont les trafiquants de drogue locaux et non la nation de l'islam qui sont responsables de la mort de Malcolm. D'autres accusent le New York Police Department, NIPD, Federal Bureau of Investigation, FBI, et la Central Intelligence Agency, CIA, affirmant que l'absence de protection policière et la facilité avec laquelle les assassins sont entrés dans l'Audubon Ballroom, ainsi que le fait que la police n'ait pas préservé la scène du crime, montrent qu'ils sont coupables et responsables. Le FBI savait que Malcolm recevait des menaces de mort, puisqu'il le surveillait, mais il n'a rien fait pour le protéger. Film. Malcolm a fait l'objet de nombreux films, pièces de théâtre et autres œuvres, et a été interprété par des acteurs tels que James Earl Jones, Morgan Freeman et Mario Van Peebles. En 1992, Spike Lee a dirigé Denzel Washington dans le film Malcolm X. Le film et l'interprétation de Malcolm X par Washington ont été largement acclamés, et ont été nominés pour plusieurs prix, dont 2 Oscars. Citation. Malcolm X est également connu pour ses citations inspirantes. Examinons-en quelques-unes. Le pouvoir de défendre la liberté est plus grand que le pouvoir de défendre la tyrannie et l'oppression, parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, vient de notre conviction qui produit l'action sans compromis. L'éducation est le passeport pour l'avenir, car l'avenir appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. Il n'y a pas de révolution pacifique. Il n'y a pas de révolution pacifique, ni de révolution qui tourne autour du pot. Il n'existe pas de révolution non violente. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la liberté, vous ne méritez pas la liberté. Nous voulons la liberté maintenant, mais nous ne l'obtiendrons pas en disant « nous vaincrons ». Nous devons nous battre pour vaincre. Je crois que c'est un crime pour quiconque d'enseigner à une personne qui est brutalisée à continuer à accepter cette brutalité, sans faire quelque chose pour se défendre. Nous ne sommes non violents qu'avec des personnes non violentes. Je suis non violent tant que quelqu'un d'autre est non violent, dès qu'il devient viol, il annule ma non-violence. La révolution est comme un feu de forêt. Elle brûle tout sur son passage. Les personnes qui participent à une révolution ne font pas partie du système. Elles détruisent le système, elles le changent. Si un homme met volontairement ses bras autour de moi, c'est de la fraternité, mais si vous le menacez d'une arme pour qu'il m'embrasse et prétende être amical ou fraternel envers moi, ce n'est pas de la fraternité, c'est de l'hypocrisie.
On obtient la liberté en faisant savoir à son ennemi que l'on est prêt à tout pour l'obtenir. C'est la seule façon de l'obtenir. Mon père ne connaissait pas son nom de famille. Mon père tenait son nom de famille de son grand-père et son grand-père le tenait de son grand-père qui le tenait du maître d'esclaves. Le fait d'avoir été un criminel n'est pas une honte. C'est le fait de rester un criminel qui est une honte. J'ai été un criminel. J'ai été en prison. Je n'en ai pas honte. Ce sera le bulletin de vote ou la balle. L'Amérique est le premier pays qui peut réellement avoir une révolution sans effusion de sang. Patrimoine. Bien que le voyage de Malcolm ait été tragiquement interrompu, ses paroles continuent à éclairer la nature de l'inégalité et le chemin vers la paix. L'héritage de Malcolm a été préservé dans le hip-hop, les films et la littérature, et surtout dans sa propre autobiographie, qui continue d'être célébrée et a été classée parmi les 10 ouvrages de non-fiction les plus influents du XXe siècle. Sa politique continue d'inspirer des générations de militants contre le racisme et l'impérialisme dans le monde entier. Il reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire américaine. Voici l'histoire de la vie de Malcolm X. Avez-vous apprécié cette histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.